voulez commencer parce que j'ai quelques petites annonces avant que vous ne commenciez. Les gens, comme ça, ont le temps d'arriver aussi. Oui, Vous oui, avez, d'accord. vous avez un beau public, ouais, et je vois qu'il y a 29 participants. Bonjour. Et même, il y a des gens cachés aussi. Bonjour Marc, Bonjour Marc. Bonjour, ça va bien? ça va bien, merci. Et toi? Oui, ça va. C'est plate un peu, Ah, on mais trouve ça tout va. ça difficile, hein? Oh, on s'en fait, Oh, on se fait une raison, quoi. on n'a pas le Alors, choix. on essaie. Moi, ça ne me gêne pas d'être sur le mode virtuel, de toute façon. À peine si je connais la réalité. Alors. Peux-tu commencer, Sofiane? Oui, je voudrais dire quelques mots. Attendez que j'ai ma petite. Il y a Ida qui nous a fait un ordre du jour. Allô, Ida. Allô? D'abord, je dois revenir sur le thème pour ceux qui viennent de nous suivre. Donc, c'est les enjeux les problèmes soulevés par la pandémie au niveau de nos institutions démocratiques, de nos institutions des libertés individuelles, de notre sécurité, de nos émotions, et surtout au niveau des idéologies qui foisonnent autour de cette éclosion du virus et des moyens qu'on prend. Et Marc sera beaucoup plus éloquent tout à l'heure, le grand maître des idéologies et le créateur des idéologies. N'oubliez pas, je crois que Marc et moi, nous traitons l'idéologie comme pas l'antonyme du vrai ou du faux, mais surtout comme une manifestation polémique et politique, plutôt que la vérité ou chose. N'en déplaise à M. Karl Marx, qui n'est pas présent que par le truchement d'Homère. La seconde chose que je voulais vous dire, c'est des petites annonces. C'est nos postdocs, j'ai fait mettre sur notre site, qui ont collaboré à des publications. Omer a notamment collaboré à un livre qui vient de paraître sous la direction de Madame Lemay et de Marina Neige, Gramsci, notre contemporain. Ensuite, Cavé aussi a annoncé, je vais lui laisser la parole dans une seconde, Cavé qui organise, nous devions organiser un colloque Hegel, mais à cause des conditions sanitaires, ça s'est transformé en collectif. Mais entre-temps, on fait un mini Hegel ou un petit Hegel, dans le sens de Hegel au Québec, que nous lançons en collaboration pour la journée mondiale de la philo avec le cégep Édouard Montpetit. Mais je ne sais plus quand c'est. C'est la fête de Sainte-Catherine, je crois, que l'UNESCO s'est emparé de la fête de Sainte-Catherine. Le 19 novembre. Ah, bien. Alors, c'est le 19 novembre. Ça va être naturellement virtuel aussi. Et ce sera enregistré, diffusé sur YouTube, comme nous l'avons fait pour ma seconde annonce, pour le monsieur Yapo Célestin, c'est-à-dire la conférence de la dernière fois sur l'Afrique, la pandémie en Afrique et dans les pays africains. Comme vous savez, l'Afrique est mystérieusement épargnée, mais monsieur le professeur Yapo a essayé de nous donner quelques propositions constructives pour l'Afrique, relatives à l'Afrique et à la pandémie. Alors voilà, je crois que j'ai fini mes annonces. Je cède la parole à notre modérateur,
un vaillant modérateur qui est Jean-Claude Simard. Et à toi, Jean-Claude. Et je crois qu'il faut fermer nos micros, n'est-ce pas? Ils sont déjà fermés, je crois. Ah. Donc, moi, Merci, Josiane. Merci beaucoup. Alors, je me présente, Jean-Claude Simard. Je suis un professeur de philosophie retraité. Je vais agir comme modérateur pour cette activité. Je vous souhaite tous la bienvenue. On est très heureux de vous voir, même si c'est en mode virtuel. Je vous explique un petit peu le déroulement général de la séance. Alors, on va avoir d'abord la conférence de M. Angenot. Ensuite, Yves Couture, qui est professeur en sciences politiques à l'UQAM, a gentiment accepté de poser une ou deux questions générales pour orienter l'ensemble de la discussion. Après ces questions et les réponses de M. Angenot, je reviendrai pour vous expliquer le fonctionnement plus détaillé de l'ensemble de l'activité, la section débat et discussion, parce que comme on est en mode virtuel, c'est un petit peu particulier. Et après ça, on redonnera le micro à Josiane pour le mot de la fin. Alors, je vous présente M. Angenot immédiatement. Ce n'est pas une mince paire de manches de présenter M. Angenot parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, alors j'ai été obligé de sélectionner. Alors, il est professeur émérite au département de langue et littérature française de l'Université McGill. Il est titulaire de la chaire James McGill d'études du discours social et il est aussi membre de la Société royale du Canada et récipiendaire de nombreux prix. M. Angenot est un théoricien de la littérature et en particulier un spécialiste de l'analyse des discours. Il s'est entre autres illustré dans le domaine de la sociocritique, c'est-à-dire de l'analyse des discours où on concilie la rhétorique de l'argumentation, dont il est aussi un spécialiste. Il a travaillé avec M. Perelman, qui était d'origine belge comme lui, et on concilie donc la rhétorique de l'argumentation avec une analyse attentive des médiations sociales et historiques. Et M. Angenot, en particulier, a beaucoup travaillé sur le 19e et le 20e siècle. Il est l'auteur de très nombreux ouvrages et cahiers de recherche. Alors, j'avais commencé à essayer de les dénombrer, mais j'ai perdu le compte à un moment donné. Et pour vous donner une idée de l'ordre de grandeur, vous connaissez probablement tous le fameux classique des sciences sociales, le site de Jean-Marie Tremblay, qui est maintenant hébergé par l'Université du Québec à Chicoutimi. Alors, très généreusement, M. Angenot a accepté de rendre disponible en accès libre plusieurs de ses ouvrages et cahiers de recherche. Et en excluant les articles, j'insiste, j'en ai compté 36 sur le site des classiques des sciences sociales. Donc, je pense qu'on peut parler d'une grande productivité. Et sur le site web de M. Angenot, il y a beaucoup aussi d'ouvrages, de cahiers de recherche qui sont disponibles très généreusement. On peut les télécharger, on peut les consulter, etc. Donc, je vous invite à le faire. Parmi les thèmes les plus importants, et là, je vais en venir au sujet de la conférence d'aujourd'hui, outre la rhétorique de l'argumentation et la sémiotique, M. Angenot, comme Josiane le mentionnait, a étudié beaucoup ce que Lyotard avait appelé des grands récits. Et parmi les grands récits, il y a tous ces noms en isme, là, hein, le fascisme, le totalitarisme, le socialisme, le marxisme, etc. Et M. Angenot les appelle les grands récits militants. Et parmi ceux-là, il y a, et là on rejoint le sujet de la conférence aujourd'hui, l'antisémitisme, les pensées conspirationnistes et ce qu'il appelle les idéologies de ressentiment. Et le sujet de sa conférence, précisément, aujourd'hui, porte sur les retombées de la pandémie dans les idéologies. Alors, M. Angenot, je vous cède la parole. Bien, je vous remercie. Et il y a deux manières d'emmerder les gens dans les conférences, soit de n'avoir rien à dire, soit d'avoir beaucoup trop. Dans mon cas, je me suis préparé à cette conférence. J'ai ramassé des morceaux de recherche que j'ai faites dans le passé et j'ai abouti à un texte de 13 pages, c'est-à-dire 2 heures de conférence environ. Donc, je vais commencer. Vous m'interromprez au bout de 20 minutes et probablement à la suite des questions, ces questions me permettront de faire passer tout ce que je n'aurais pas dit dans la conférence. Bon. Alors, je commence. Est-ce que vous pouvez essayer de monter le son un petit peu de votre micro, un tout petit peu? Oui, je suis au maximum, mais je vais rapprocher l'appareil, en tout cas. Ah, là, c'est mieux un petit peu. Est-ce que ça va? Il y a quand même des échos. Hein? Est-ce que je parle Il y a quand même des échos. Il y a un écho.
Voilà, maintenant, il n'y a pas de... Est-ce que ça va là? Oui, on vous entend bien. On a fermé les micros pour mieux vous entendre. Ah d'accord. En tout Les cas, micros des participants, des auditeurs et des auditrices. Ah d'accord. Alors je peux y aller? Oui. Bon, écoutez, d'abord, partons d'une évidence. La pandémie n'a pas inventé de nouvelles idéologies, mais elle est en train de donner un aliment et une impulsion à des pulsions idéologiques qui émergeaient depuis un certain temps et qui tentent peut-être à s'agglomérer en système. Conspirationnisme, je partirai de là parce qu'il est évident, le phénomène est évident à tous les observateurs, communautarisme, populisme antidémocratique, méfiance envers les autorités établies et les sciences qu'on appelle officielles, et crédulité envers l'irrationnel et l'occulte. J'ai l'hypothèse, en effet, j'essaierai à peine de l'aborder, que ces tendances sont redoutables, tendent peut-être à s'agglomérer en un système, qu'elles montrent des atomes crochus. Alors, je ne vais pas faire un diagnostic d'un phénomène, à la fois le Covid et les idéologies d'un phénomène dont nous ignorons la suite et la fin, mais je vais essayer d'identifier des dynamiques qui me paraissent être intéressantes à observer dans les mois à venir, parce qu'elles n'ont pas développé tout leur potentiel de nocivité. D'une certaine manière, il me semble que la pandémie opère actuellement comme un révélateur, un analyseur de tendances qui émerge au grand jour. Bon, vous avez lu la presse de la semaine passée et vous avez certainement eu l'attention attirée à ce point. Je lis le journal. Environ 20% de la population québécoise adhère à l'une ou l'autre des théories du complot qui entourent la pandémie du Covid, confirme un sondage réalisé par la maison Kropp. Alors, comment comprendre en effet cette épidémie de discours complotistes autour du Covid? Ces discours concernant le Covid se sont répandus sur les réseaux sociaux presque aussi vite que le virus. Bon, vous me direz d'abord, je crois que c'est le point de départ évident, ce phénomène de pulsion conspiratoire n'est pas nouveau. Il a accompagné dans la très longue durée de l'histoire tous les grands moments de crise et notamment d'épidémie. René Girard avait montré l'étendue des raisonnements sur le bouc émissaire en partant de la peste noire et des massacres des Juifs vers 1350. D'autre part, j'ai fait beaucoup de travaux sur The Conspiratorial Mind, l'esprit conspiratoire appliqué à l'assassinat de Kennedy, la mort de Marilyn Monroe, celle de la princesse Diana et l'hypothèse développée par les réseaux sociaux que la destruction des ça va là, vous y arrivez, bon. Que la destruction des tours du 911 a été un inside job de la CIA. En longue durée, donc, la logique conspiratoire marche très bien parce qu'elle a une certaine mécanique qui est toujours la même. Ceux qui adhèrent à une conspiration admettent toujours qu'au début, ils avaient des doutes. Ils avaient des doutes, mais à un moment donné, des centaines de petits faits sont apparus qui les ont contraints à soutenir, par exemple, la thèse du complot juif ou du terrorisme mondial, etc. Ils ont trouvé une cause. Et je pense qu'il est très important de rappeler que la première grande théorie conspiratoire dans le monde francophone, particulièrement en France, ça a été la Révolution française. La Révolution française, ça veut dire qu'une monarchie vieille d'une dizaine de siècles et une église qui l'appuyait se trouve en débandade, complètement détruite par la Révolution. Et
les immigrés, les gens qui, les réactions, etc., doivent, particulièrement les prêtres, vont essayer de trouver une explication. Et l'explication la plus simple est procurée dans les 2 grands volumes de l'abbé Baruel, manuel pour servir à l'histoire du jacobinisme. La Révolution française n'a pas été un accident, elle a été préparée de longue date par un petit groupe, une petite secte de francs-maçons et d'illuministes. L'abbé Baruel, je vous le cite, dit « Tout le mal qu'elle a fait, elle devait le faire. Tous ces forfaits et toutes ces atrocités ne sont qu'une suite nécessaire de ces principes et de ces systèmes. » Cette approche, comme vous le savez, se poursuit avec les négationnistes aujourd'hui, qui ont été très actifs et le sont sur les réseaux sociaux, avec le déni de l'Holocauste et le triomphe du sionisme. Les protocoles des sages de Sion, qui se répandent d'abord en russe et puis en traduction dans toute l'Europe à la fin du XIXe siècle, est le plus célèbre faux anti-juif de l'histoire occidentale, et eux aussi sont fondés sur l'idée que quelque part, les sages de Sion, c'est-à-dire un groupe de chefs juifs occultes, ont organisé la conquête juive du monde. Ce sera le livre de chevet de Hitler. Et vous voyez comment, enfin nous le savons en fait, antisémitisme et conspirationnisme se combinent l'un et l'autre. D'autre part, et je pense aussi que voilà encore un trait que nous observons dans le discours des réseaux sociaux actuels, la rencontre du conspirationnisme et de ce que les politologues américains appellent le style paranoïaque, le paranoid style. Plusieurs politologues américains ont diagnostiqué déjà il y a 20 ou 30 ans dans leur culture publique et politique la résurgence constante d'une logique qu'ils appellent paranoïde et que le Richard Hofstadter a appelé en effet dans un livre célèbre le paranoid style. Néanmoins, 2 choses. D'abord, ce style paranoïde pour Hofstadter représentait la droite américaine typiquement. Mais on a pu observer depuis quelques années que le style paranoïde s'est également emparé du gauchisme ou de l'extrême gauche, et donc les gens raisonnables ou sobres dans la société américaine se trouvent en quelque sorte attaqués par 2 fronts. Et une fois de plus, les journaux, les livres sociaux, vous apprenez des tas de choses que nous lisons souvent et qui nous paraissent tellement bêtes que nous passons. 80% des Américains pensent que le gouvernement cache la vérité sur l'existence de formes de vie extraterrestres qui sont en train d'envahir les États-Unis. Et donc, je n'en fais pas une théorie. Je vous propose bien de dire tout à l'heure, entre les négateurs de la Shoah et les braves gens qui entretiennent une suspicion à l'égard de toute vérité officielle, il y a une marge. Mais néanmoins, ces raisonnements qui essayent de démontrer une vaste opération mystérieuse dissimulée par les gouvernements sont très très bien accueillis dans certains milieux, et je vais y arriver en effet dans tous les milieux de la droite trumpiste aux États-Unis. Deuxième point, et je ne vais pas regarder mon téléphone, mais je vais bientôt devoir m'arrêter. Deuxième point, populisme. Populisme, là aussi, ce n'est pas un mot nouveau. Populisme a eu autrefois un usage savant, et particulièrement le mot populisme est appliqué par les historiens au XIXe siècle en Russie pour les narodniki de l'Empire russe qui allaient au peuple et rêvaient de restaurer une communauté perdue, et aux États-Unis dans les années 1890 avec un populisme rural hostile aux politiques des élites déconnectées de Washington. Vous voyez que il faut bien rappeler que ceci a une longue histoire et une histoire plébéienne, si vous voulez, dont on voit qu'elle survit en très longue durée.
Et puis, au début de ce 21e siècle, la catégorie populisme a été exhumée. Elle était absente, certainement, du discours public. Elle est sortie de l'oubli pour désigner un peu partout en Europe des mouvements antiparlementaires, volontiers xénophobes, comme le Parti de la Liberté en Autriche, le Parti populaire au Danemark, le Parti pour la liberté aux Pays-Bas, le Parti des vrais Finlandais en Finlande, le Parti droit et justice en Pologne, le Parti Jobbik en Hongrie, le Parti liberté et solidarité en Slovaquie, le Parti démocratique civique en République tchèque et bien entendu Alternative für Deutschland en Allemagne. Alors, vous voyez que d'une part, le mot de populisme est revenu et d'autre part, évidemment, il est largement appliqué, bien qu'il soit vague et justement très discutable, au Trumpisme, au monde de Trump. Et là, je voudrais avancer une petite hypothèse, la seule que j'ai rencontrée, une petite hypothèse sur le rapport entre le populisme et le clownisme. Jean-Louis Vuillermet a fait un petit ouvrage dans lequel il étend à Trump une catégorie qu'il a fabriquée et qu'il appelle en italien pagliaccismo, c'est-à-dire retiré de pagliaccio, le mot italien pour clown. Ce qu'il veut essayer de montrer, c'est que Trump attire les électeurs non pas en dépit de sa bêtise clownesque, mais en raison d'elle, que les États-Unis ont mis en place ce qu'il appelle une idiocratie, au sens où la légitimité du pouvoir est fournie par l'idiotie. Troisième point qui se met à s'agglomérer dans les réseaux sociaux avec les deux premiers, le communautarisme. Communautarisme qui commence justement dans lequel qui invite les individus non pas à avoir une communauté, mais à se replier sur une identité qui est en conflit avec toutes les autres. Et donc, en effet, là aussi, il y a quelque chose qui est en place depuis le début du siècle, c'est-à-dire le marché des moyens identitaires. Par exemple, j'ai un peu étudié la rencontre à Rennes, en Bretagne française, du Gay Pride et du bretonisme national, du bretonisme breton. C'est-à-dire, on a vu défiler à Rennes une marche des fiertés LGBT qui était en même temps quelque chose rattaché au folklore breton. Quant à la gauche, on peut dire qu'une partie de la gauche n'est plus centrée sur la figure de l'exploité classique de la classe ouvrière, mais précisément sur le communautarisme et la défense des identités communautaires. Maintenant, tout ceci ne serait pas possible si nous ne vivions pas, là aussi depuis une vingtaine d'années, mais particulièrement manifestée par la crise, notamment aux États-Unis, et du reste peut-être chez nous et dans l'Hexagone, une crise de l'autorité. J'entends pas le vieux mot de droite, crise de l'autorité, je veux dire le mot autorité dans le vieux terme de la science fait autorité ou l'autorité du chef d'État, etc. Les sites web étudiés par Conspiracy Watch étudient par exemple que les masques anti-Covid sont une invention d'autorités suspectes, etc. Et on va montrer comment d'autres hypothèses vont permettre de lutter contre cette autorité d'État abusive. Bon, autrement dit, je penserais que notre société est en conflit par rapport à deux phénomènes qui sont en train de se déplacer, celui de la suspicion
Autrefois, on suspectait par exemple les juifs ou toutes les idéologies identitaires. La suspicion et la crédulité, qui est qu'est-ce que je vais croire aveuglément. Nous nous étonnons de voir que certains pays musulmans donnent l'impression de donner dans une crédulité absolue et archaïque, mais regardons un peu notre culture et voyons ce qui en est de la crise des régimes de confiance et d'autorité. Là aussi, on va pouvoir en parler, mais je crois que je vais bientôt finir. Enfin, essentiellement, l'autorité au sens traditionnel a disparu du monde moderne. Je ne veux pas dire par là avec Hannah Arendt que c'est entièrement regrettable, mais je veux parler d'un déplacement du phénomène qui est le crédit, le prestige philosophique ou savant, le respect envers les personnes revêtues d'un pouvoir légitime, l'obéissance et la révérence à l'égard des parents et des éducateurs, l'aura sacrale qui entourait il n'y a pas très longtemps certaines valeurs politiques et patriotiques et certaines institutions comme la loi et les tribunaux, ça c'est un immense domaine que l'on devrait observer. Hein. Autrement dit, je pense qu'il est très important de regarder aujourd'hui comment la crise du Covid fait apparaître une société qui est à la fois plus suspicieuse et plus crédule. L'homme du XXIe siècle, le Homo sapiens du XXIe siècle, est à la fois plus sceptique et plus jobard, plus gullible, plus croyant, peu respectueux, très peu certainement respectueux à l'égard de ce que les autorités en place donnent pour vrai, mais par compensation excessivement crédule à l'égard de certaines explications qui sont en effet suspicieuses, alternatives, paranoïdes et complotistes. La société contemporaine, qui est méfiante à l'égard des autorités traditionnelles, est particulièrement propice aux escrocs et aux imposteurs, et elle est soumise à des mécanismes de panoptique de plus en plus opaques et évidemment hors du contrôle des. J'aurai d'autres points à aborder. Je vais vous dire les titres de chapitres dont je ne vous parlerai pas. D'abord, la montée évidente et réellement, là, on peut voir une asymptote croissante de l'esprit de censure et du terrorisme intellectuel, en attendant le terrorisme réel. Dans les pays contemporains, dans nos pays, ce qui frappe, c'est qu'autrefois, la censure était une machine d'État ou d'Église. Mais particulièrement, elle est devenue aujourd'hui le fait d'un très grand nombre de lobbies qui ont décidé tous ensemble de censurer quelque chose. Évidemment, ils ne censurent pas les mêmes choses, mais le résultat global est, comme on le dit dans les journaux satiriques, qu'on ne peut plus rien dire parce que il est évident que, bon, j'ai été jeune homme à l'époque de mai 68 et le grand slogan était « Il est interdit d'interdire ». Bon, là, effectivement, c'est exactement le contraire. Il est en effet très suspect de ne pas interdire des tas de choses. Il faudrait aborder les avatars du politiquement correct, les progrès de l'intox et des bobards. Par exemple, regardez les journaux français, j'ai relevé de la viande humaine a été trouvée dans des McDonald's. Les amateurs de Big Mac sont donc des anthropophages innocents, victimes de la malbouffe. Il y a quelques mois, la police nationale française s'apprête à autoriser ses agentes musulmanes à porter le hijab intégral. 3, accusés par des sites complotistes, la NASA a dû nier officiellement qu'elle a établi des colonies d'enfants esclaves sexuels sur la planète Mars. Et du reste, je voudrais vous demander, c'est une petite question pour vous, pourquoi les avocats de la NASA
lui ont-elles conseillé de ne pas passer outre avec mépris, mais de démentir officiellement? C'est que ces avocats savent très bien que le jour où un des ingénieurs de la NASA se fait égorger par un individu qui est est hostile à la pédophilie, la famille va se retourner contre elle en disant pourquoi n'avez-vous rien dit? Et donc il faudrait regarder encore, il y a des livres qui, non pas que, qu'il y a des livres qui seront écrits dans les prochaines années, comment ces vagues de bobards qui font rire toujours au début, mais qui à la fin commencent à faire se désoler avec à la réflexion s'accumulent. Alors, je pourrais dire, je ne veux pas terminer en disant ceci. Il est évident que ce que je décris a entraîné aussi, depuis un certain nombre d'années, des cris d'alarme, des réactions de protestation, des mises en garde face à ces phénomènes. Il y a une série d'essayistes, notamment en France, parce que c'est mon objet d'étude, qui n'ont cessé de répéter « nous entrons dans une société orwellienne », etc. Mais ils le répètent, et tout le monde dit « c'est très bien, vous avez parfaitement raison », mais le phénomène, lui, continue à se développer. Et donc, d'autant que, et je terminerai sur ce point, regardez ça d'un peu près, la censure, autrefois, s'établissait, se développait au nom de l'intolérance. Mais aujourd'hui, dans une large mesure, la censure se développe au nom de la tolérance. La tolérance, c'est-à-dire vous devez accepter une société dans laquelle la diversité des orientations sexuelles, des origines culturelles, des intérêts, etc., et des croyances religieuses est considérable. Et donc, vous devez tolérer, et nous sommes ceux qui ne tolèrent pas. Alors, voilà, je crois qu'on va discuter à partir de là, si vous voulez. Ben, merci beaucoup, M. Angenot. Écoutez, vous avez été extrêmement synthétique. On avait prévu 25 minutes pour vous. Si vous voulez développer encore certains éléments, vous êtes libre de le faire, ou on peut passer tout de suite à la période des questions, comme vous le souhaitez. Oui. Bon, nous avons assisté dans les dernières semaines à toute une série de réactions, à la fois au Canada, aux États-Unis et en France, des réactions d'artistes, d'écrivains, d'universitaires qui commencent à répéter de différentes manières assez, c'est assez. On a vu Margaret Atwood, Winston Marsalis, etc., protester en anglais. On voit en France toute une série de théistes et de politistes essayer de ne cesser de dire écoutez, un peu ça va, mais aujourd'hui c'est beaucoup trop. Il existe un site remarquable, Conspiracy Watch, qui relève systématiquement les abus d'expression conspiratoire. Un collectif de plus de 150 écrivains, artistes et journalistes ont publié en juillet dans Le Monde une motion de protestation. J'ai participé à un colloque un colloque virtuel sur l'esprit satirique, et on peut dire qu'aujourd'hui l'esprit satirique a largement compromis, puisqu'il a fini par s'exprimer par des attentats innombrables et aboutissant à la décapitation d'un prof d'histoire en France. Donc il y a quelque chose comme une lutte qui s'organise, mais elle s'organise bien tard, et il faudrait voir quels moyens elle est capable de se donner face à des lobbies qui avaient jusqu'ici le vent en poupe. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Angenot. Vous avez brossé un tableau très global. Il y a vraiment beaucoup d'éléments sur lesquels les gens vont pouvoir poser des questions pour obtenir plus de détails.
Comme j'avais expliqué au tout début, on donne d'abord la parole à Yves Couture, qui a accepté avec beaucoup d'obligeance de poser une ou deux questions générales pour lancer les débats. Et après que vous aurez répondu aux questions d'Yves, je reviendrai pour expliquer le fonctionnement du débat général avec les auditeurs et les auditrices. Alors Yves, si tu veux poser ta ou tes questions de départ. Oui, merci Jean-Claude et merci Marc pour cette ouverture effectivement vers plusieurs thèmes. Je vais faire deux remarques et peut-être demander à Marc d'y réagir s'il le souhaite. Une remarque plus précise qui rebondit un peu sur le dernier propos, c'est-à-dire sur la résistance qui s'organise et notamment sur le rôle de certains écrivains, intellectuels, etc. Est-ce qu'un des problèmes n'est pas que sur ce terrain, on dirait que le scénario fourni par les conspirationnistes ou seulement les populistes a déjà désigné quel était le rôle des intellectuels, c'est-à-dire qu'ils sont complices de ces pouvoirs qui agissent au nom de la raison, et notre rôle ne serait que d'être des véhicules d'une raison dominatrice dont le peuple et la démocratie devraient se méfier. Alors, il est très difficile de déjouer ce piège pour un intellectuel, comme si son casting était déjà fait. Et s'il fait une critique du populisme ou du conspirationnisme, on va dire, ben, c'est ce qu'on attendait de vous, c'est votre rôle prévu, on sait que c'est le rôle que vous jouez, etc. Comment déjouer ce piège qui est tendu à l'intellectuel? Et deuxième remarque plus générale, qui porte sur un des thèmes, bien sûr, centraux de la chaire, celui de la démocratie. Oui. En vous entendant, Marc, traiter de la question de l'autorité dans le monde moderne, je pensais au chapitre de Tocqueville sur la crise de l'autorité. Et Tocqueville nous dit l'autorité ne disparaît pas, elle change de nature et elle change de lieu. Donc, au lieu de venir d'élite ou de petits corps constitués, l'autorité est diffuse dans toute la société. Vous connaissez sans doute aussi bien que moi ce texte de Tocqueville. Et si c'est vrai, si c'est une caractéristique de la démocratie de rendre l'autorité diffuse, horizontale, et les médias sociaux accroissent bien sûr ce phénomène, ça rend d'autant plus difficile de lutter contre cette perte de l'autorité de la raison ou de la science ou du discours rationnel, puisque cette perte est liée jusqu'à un certain point à la démocratie elle-même. Alors, si vous aviez, Marc, quelque chose à dire sur ces deux remarques. Merci Yves, et j'aurais non pas des choses à dire, mais enfin probablement plusieurs heures de bavardage à dire, parce que il est évident qu'en effet, la réaction dont nous parlons, et vous venez de le dire fort justement, il semblerait que les populistes et conspirationnistes l'aient vu venir et préparé le piège. La crédibilité des grands intellectuels depuis les temps de Sartre et de Camus est effectivement tombée à zéro. La crédibilité, le respect envers les professeurs d'université dont j'étais est néanmoins évidemment fort compromis à partir du moment où l'étudiant devient un usager comme dans un système commercial, c'est-à-dire qu'il peut protester, quels que soient ses motifs, contre le produit qu'on lui vend. Autrement dit, la plupart des réactions s'appuient sur un ordre, sur un état de société qui n'existe plus. Et donc, il est très difficile, face à cet ordre qui n'existe plus, de protester d'une manière géniarde en disant oui, mais enfin, il y a une sorte de regret du temps passé. Et là, en effet, Tocqueville a raison. Il y a des évolutions qu'on ne peut pas on ne peut pas contenir par des moyens d'exorcisme. Donc, je dirais, pour l'instant, je donne, et particulièrement les événements qu'on a vus se dérouler en France, me donnent pour l'instant l'impression que les réactions protestataires sont en retard d'une génération. Et d'autre part, qu'en effet, l'alliance occasionnelle, opportuniste entre le pouvoir d'État et le pouvoir des intellectuels est quelque chose qui relève d'un temps probablement très, très compromis. Allons-y. Merci.
Oui, oui. Merci. Merci beaucoup, M. Angenot. Alors, comme je l'avais annoncé au début, on va passer à la période de débat avec l'ensemble des auditeurs et auditrices. Je vous explique un petit peu comment ça va fonctionner, puisque c'est un peu particulier dans un contexte virtuel. Alors, on est très nombreux, hein. Il y a 34 personnes qui sont inscrites et qui suivent la conférence et le débat. Et on a la séance qui est enregistrée. Si vous regardez en haut de votre écran, vous allez voir une petite icône qui est inscrite « Recording ». Et vous avez aussi la séance qui est diffusée en direct sur Facebook. Si vous regardez en haut de votre écran à gauche aussi, vous allez voir live en Facebook. Donc, il y a des gens qui peuvent intervenir en direct. Il y a des gens qui peuvent intervenir par Facebook. Il y a une personne ressource qui a gentiment accepté de me relayer les questions par Facebook, c'est-à-dire les gens qui veulent intervenir par Facebook. Alors, la façon dont ça va fonctionner, c'est que on vous demande d'utiliser la petite icône en dessous de votre écran, l'icône chat, pour indiquer que vous avez envie de poser une question. Et moi, je vais pouvoir voir sur l'écran de chat et régler l'ordre des questions en fonction des gens qui veulent intervenir directement ou de ceux qui veulent intervenir à partir de Facebook. Je ne sais pas si c'est clair pour tout le monde, là. Donc, vous essayez d'utiliser la fonction de chat pour que je puisse distribuer les tours de parole et être respectueux envers tout le monde et distribuer des tours de parole de manière équitable. On vous demande aussi, s'il vous plaît, de réouvrir évidemment votre micro qu'on avait fermé pour bien entendre M. Angenot, d'ouvrir aussi votre écran vidéo par politesse pour qu'on vous voit et, si possible, de poser une question ciblée, précise, parce que j'ai l'impression que, comme les thèmes qui ont été abordés sont extrêmement porteurs, on va avoir beaucoup de gens qui vont devoir intervenir. Et en tant que modérateur, je suis obligé de veiller à ce que ce soit équitable pour tous. Alors, je vais vous demander donc d'être ciblé, d'être précis dans vos questions. Et si je vois que quelqu'un se lance dans une grande envolée oratoire interminable, je vais le ramener poliment mais fermement à la question qu'il doit poser ou elle doit poser. Alors, si c'est clair pour tout le monde, on pourrait commencer tout de suite avec la période des questions. Alors, est-ce que quelqu'un veut donc commencer? Alors, Marc a annoncé qu'il y avait une question. Marc Lamontagne. Alors, Marc, la parole est à toi. Oui, je voulais simplement faire une petite publicité pro-domo. Je peux y aller? Oui, allez-y, allez-y. Marc Lamontagne va attendre sans problème. Yeah, I started doing that, but I found that to be painful, just because I... À mon tour, une petite publicité pro-domo. J'ai un site web sur lequel j'ai mis une centaine ou même plus de mes articles et de mes contributions sur les questions qu'on a abordées aujourd'hui. Tous ces PDF, tous les textes sont là en intégral en PDF. Vous pouvez y aller, c'est marcangenot.com. marcangenot.com. Merci et allez-y. Et je rappelle aussi que sur le site des classiques des sciences sociales dont j'ai parlé tout à l'heure, de manière très généreuse, M. Angenot a laissé disponible beaucoup de textes extrêmement intéressants qui portent, entre autres, sur les questions qu'on traite aujourd'hui. Alors donc, j'ai deux personnes qui ont annoncé tout de suite que je vais poser une question. Il y a Marc Lamontagne et ensuite Vincent Lasson. Alors, Marc Lamontagne, s'il te plaît. How is it inside this component, but then going over it? Je ne sais pas ce qui se passe. Ouais, j'entends. Bonjour. Oui, excuse-moi, Marc. Lorsque vous ne posez pas de questions, s'il vous plaît, laissez votre micro fermé parce que ça fait des bruits de fond et ça rend difficile la communication. Merci beaucoup. Vas-y, Marc. Je voulais rebondir sur la question de Yves, en fait, qui a cité Tocqueville, en fait, que en fait, c'est aussi un peu ce que vous avez démontré, M. Aguenot, dans votre exposé, c'est qu'il y a toujours une autorité, où on a toujours besoin d'une autorité à laquelle se soumettre, et puis que cette autorité-là change de forme. J'aimerais bien que vous reveniez un peu sur cette thématique-là. Comment il y a quelque chose comme dans l'être humain, on peut dire, qui a besoin d'un rapport autoritaire à quelque chose, peu importe ce que cette autorité-là et comment elle se développe aujourd'hui là, dans le clunet, etc. Ça reste
un besoin d'autorité qui semble essentiel à la société? Oui. Alors, je ne vais pas vraiment répondre à votre question et à toutes les autres. Je vais abonder dans bien des cas. Et ici, j'abonde si on prend un certain recul. Autrefois, dans nos sociétés et dans le Québec de la Grande Noirceur, une autorité, par exemple, religieuse s'imposait. Et donc, il était probablement raisonnable de prendre ses distances. Au XXe siècle, le monde occidental a vu naître et se développer des religions séculières qui étaient aussi bien les bolchevismes que les totalitarismes de droite. Et d'une certaine manière, on peut faire cette hypothèse qui est celle d'un vide à combler. C'est ça qu'on pourrait suggérer, c'est-à-dire j'ai connu des gens de ma jeunesse, le monde a changé justement, qui vivaient dans l'incertitude. C'était plus la certitude religieuse, mais enfin c'était le marxisme-léninisme, et donc ils vivaient avec ce genre de confort qui procure aussi bien à eux qu'à Bin Laden la certitude d'avoir réponse à toutes les questions. Dans une société comme la nôtre, où en effet les individus sont à la fois isolés, déstabilisés et perplexes, il est évident qu'ils sont à la recherche de quelque chose qui ressemblerait à des moyens de stabilité perdue. Voilà. Oui. Mais je ne veux pas faire chaque réponse. Voilà. Merci, M. Angenot. On vous entendait un peu moins bien. Je ne sais pas si vous êtes éloigné du micro. Peut-être vérifier ça pour les prochaines réponses. Je me rapproche. Alors, j'ai 4 personnes qui ont demandé la parole. Vincent Lalonde, Martine Groux, un monsieur, parce que je sais que c'est un monsieur, parce que je vois son image identifiée par JMNAR. Je ne sais pas qui c'est. C'est Jean-Marc Narbonne. Ah, c'est Jean-Marc. Bonjour, Jean-Marc. Et Laurie Chaillet, ou Chaillet, je ne sais pas comment prononcer. Alors, Vincent Lassonde, ce serait à toi la parole. Parfait. Merci beaucoup, Monsieur Simard. Donc, en tout premier lieu, merci beaucoup pour vos interventions et pour votre présentation, c'est très apprécié. En second lieu, bon, vous apportez comme quoi, enfin, que la pandémie ramène un petit peu à l'avant les grands récits et les grands récits militants. Et dans l'intervention que vous venez de faire, vous avez dit que les gens ont besoin d'aller chercher une certitude. Là, la question, je sais que ça va ressembler un petit peu à la poule ou l'œuf, mais est-ce que la pandémie met en lumière le besoin de certitude naturelle des gens ou encore c'est ce besoin naturel de certitude qui nous amène à être autant dépassés et autant vulnérables par rapport à la pandémie, par rapport à quelque chose que nous ne pensions pas qu'il pouvait arriver et automatiquement, il y a cette enflure, cette explosion militante, parce que c'est ce que nous assistons. Bon, un militantisme qui est un petit peu, je dirais, un peu bancal, qui n'a pas un grand discours derrière lui, mais cette envie d'exister, cette envie de donner un sens à l'action. Moi, personnellement, ça me fait beaucoup penser, d'une part, à Hannah Arendt avec le développement du totalitarisme, comme vous avez mentionné il y a quelques minutes, mais aussi à l'extrême opposé, David Hume avec sa pensée qui disait que finalement, tout ce que nous pensons, toute notre forme de raison n'est qu'une suite que d'impressions. Donc, tout notre sens, nos impressions par rapport à notre monde sont en train d'être modifiées durablement. Donc, j'aimerais savoir quelles sont vos impressions et quelles sont, si vous pouviez apporter un certain éclairage. Alors, là aussi, je vais faire quelque chose de simple et circonscrit, essayer de faire une hypothèse. Mon hypothèse au départ, c'est que la pandémie n'apporte rien de neuf. Elle est un révélateur, elle est un accélérateur de quelque chose qui était latent et qui s'empare de la situation. Néanmoins, pour essayer de fabriquer une hypothèse, la question a été posée à la fois par des philosophes, parfois même par des théologiens, qui est qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on met à la place
des certitudes, par exemple des religions révélées. Et dès le 19e siècle, c'était la question de est-ce qu'on met quelque chose à la place. Les esprits rationalistes pensaient qu'on avait besoin de rien mettre à la place, que les indications de la raison éclairée par la science allaient parfaitement suffire aux humains. Mais les penseurs catholiques, qui n'étaient peut-être pas nécessairement bêtes à leur façon, a dit on ne croit plus au dogme de la Trinité, mais on croit désormais au spirit et aux tables tournantes, c'est-à-dire la vieille idée que les humains ont besoin de croire à des choses et que s'ils abandonnent le peu de rationalité qu'il y avait dans les théologies, ils vont se trouver à croire à des trucs bien pires. Nous le savons depuis un demi-siècle au moins, on a vu se développer d'innombrables mouvements religieux groupusculaires, qui du reste ne disent pas toujours qu'ils sont religieux, mais qui supposent quelque chose de très bizarre, et que j'ai connu, je pense, et que nous connaissons chez nos étudiants et étudiantes. C'est une sorte de religiosité privatisée. Évidemment, c'est contradictoire, parce que, par définition, une religion est en principe quelque chose qui fait de la communauté. Mais il y a moyen, en effet, de fabriquer des croyances comme étant une petite mécanique, un petit mécanisme privatisé, et qui vous permet de fonctionner non pas dans l'extensif, mais dans l'individuel. Et ça expliquerait pourquoi, en effet, on voit se développer depuis 20 ou 30 ans des groupuscules, et peut-être aussi pourquoi les croyances ressemblent de plus en plus à Walmart ou à des grands magasins, c'est-à-dire vous allez désormais magasiner. Vous allez magasiner, vous prenez un peu de tai-chi, un peu de crédulité censée hindoue ou japonaise, un peu de massage tantrique, etc. Vous mettez tout ça ensemble et vous sortez avec votre sac plein de petits fragments de crédulité que vous allez pouvoir privément utiliser. Voilà, c'est une hypothèse pour m'amuser. Merci beaucoup. Merci, M. Angenot. Alors, j'ai 5 personnes qui ont demandé la parole. D'abord, Martine Groux, M. Narbonne, Mme Laurie, M. Sylvain Yapo, et en deuxième tour, s'il n'y a pas d'autres personnes, Marc Lamontagne. Alors, Mme Groux, ce serait à vous à poser votre question. D'accord. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend bien. Ah bon, parce que c'est marqué muet, mon micro. Bon, ben, très bien. Ben, merci beaucoup de me donner la parole. Alors, j'étais très, très intéressée par ce qui vient d'être dit. Moi, je prends la parole là en tant que Française. En France, on est maintenant sous le coup de la grande émotion de l'assassinat terrible, sauvage de Samuel Paty. Je ne suis pas la seule, mais je voulais en parler parce que c'est quand même quelque chose de terrible. Et la France est maintenant, en ce moment, toujours sous ce choc. Donc, il y a vraiment, moi je le revis comme ça, je le ressens comme ça, je ne suis pas la seule. En France, un mélange dans les idées pour traiter toutes ces choses-là, vraiment un mélange entre la pandémie qu'on a en ce moment et puis le terrorisme et les caricatures. Donc, la liberté, elle est posée à partir de ces deux points qui me semblent un peu mélangés. Alors, ma question, moi, que je voulais poser, c'était justement, est-ce qu'il n'y a pas, comment trouver plutôt un entre-deux entre ce général, ces mots en isme, ces réflexions intellectuelles qu'on fait, là, dont on parle nous tous là en ce moment, et puis les faits, alors que ce soit pandémie, port du masque ou pas port du masque, pour la liberté, etc., ou caricature pour la liberté, soi-disant, de croire, de la religion. Est-ce que, parce que là, à ce moment-là, ces faits-là concernent vraiment
l'individu, c'est-à-dire la personne seule qui ne se croit pas toute seule parce qu'avec les réseaux sociaux, d'un seul coup, elle est des milliers alors qu'elle est toute seule. Donc, c'est où se trouve un poids, comment faire pour même pas distinguer le vrai du faux, c'est même plus ça, c'est le poids qui est donné. Les intellectuels, en effet, en France, ne sont pas très, très actifs. Et par contre, on a l'impression que les individus, eux, peuvent agir beaucoup plus. Alors, comment nous autres, on pourrait essayer de trouver un entre-deux tout en sachant très bien d'où ça vient, des réseaux sociaux, de la technique, de tout ça, du temps qui n'est plus pensé pareil, parce que maintenant on va vite et mal, parce qu'on va trop vite, et parce qu'aller vite et bien, c'est le génie, donc ça, c'est fini. Donc, comment est-ce qu'on pourrait penser quelque chose qui soit un entre-deux entre nos paroles intellectuelles et nos raisonnements et nos réflexions intellectuelles auxquelles on est habitué, et puis là, ce qui nous arrive, c'est une personne, un individu, des meurtres, que ce soit par pandémie ou par, par terrorisme. L'entre-deux, c'est ça que j'aimerais pouvoir trouver et poser la question à notre auteur. Là. Voilà. Oui. J'ai oublié ton nom, c'est pour ça que je suis en train de rechercher. Toutes mes excuses, Marc. Voilà. Bon, écoutez, je ne vais pas me lancer à brûle-pourpoint dans une réplique définitive, mais là aussi, bien entendu, la décapitation de ce prof d'histoire par un islamiste apparemment relève d'un phénomène extrêmement différent des questions qu'on a abordées de populisme, d'intolérance, d'esprit de censure, etc. Et donc, justement, j'ai bien lu depuis plusieurs jours, à peu près en ligne, la totalité de la presse française. Un jour, il y aura des mémoires de licence, des thèses de maîtrise qui vont expliquer comment le sentiment d'être totalement dérouté et de ne pas savoir quoi faire, et probablement aussi le sentiment que tout ce qui est en train de se faire est une réaction qui est un peu trop peu et un peu trop tard. Donc ce sentiment est là. Oui, nous le savons, j'allais le dire, 32 des 49 pays à majorité musulmane punissent de prison la liberté de conscience, la liberté d'expression. Dans 13 pays, l'athéisme, d'après les chiffres de l'ONU, l'athéisme est puni de mort. Et ce sont tous des pays musulmans. Nous avons affaire à un phénomène immense, complexe, à laquelle la France et probablement toute l'Europe va être affrontée pour la suite du XXIe siècle. Mais enfin, pour revenir à notre point, et malheureusement, l'esprit de censure, la volonté d'intimider plutôt que d'argumenter, était quelque chose qui marchait pas si mal dans la société française, indépendamment des violences islamistes, et sans les mettre en accusation, il suffit de lire certains sites écologistes ou, il faut bien l'avouer, qu'on appelle néo-féministes, etc., pour dire que la tolérance et la tolérance et même l'esprit de discussion ne prédomine pas. Là aussi, j'ai fait un article qui est peut-être en ligne sur le passage de l'argumentation à l'intimidation. Il est évident que sur les réseaux sociaux, et je suis un utilisateur de Twitter, mais l'argumentation ne prévaut pas. Et dès que quoi que ce soit, je me fais traiter de nique ta mère, etc. Bon, donc, de ce point de vue-là, on est plutôt mal parti. Mais je dirais non. L'intolérance, et là aussi, en tant que prof d'université, il faut le dire, l'intolérance et la volonté d'affrontement plutôt que de discussion a largement pénétré le monde universitaire dans la mesure où il se trouve face
à une jeunesse à qui on n'a pas appris ce que la France prétendait avoir apporté au monde, c'est-à-dire justement l'universalisme des idées de laïcité. C'est à partir du moment où on se met à accumuler des rencontres plus ou moins au sommet entre des communautarismes basés sur des croyances, il est évident qu'on ne peut pas arriver à des idées universalistes. Donc voilà, je dirais que on ne peut pas, dans la discussion actuelle, mettre tout ce machin ensemble parce que c'est deux phénomènes, mais ils vont finir par, ils se rencontrent, ils vont fusionner et ils vont accentuer le désarroi actuel. Mais voilà. Merci. Merci, M. Angenot. Alors, je donnerai maintenant la parole à Jean-Marc Narbonne qui a annoncé un commentaire. Et Jean-Marc, si tu veux aussi poser une question à la fin, libre à toi. Parfait. Oui, donc c'est un commentaire. J'ai bien aimé le tour d'horizon rapide. Vous m'entendez bien, ça va? Oui, oui, on t'entend très bien. J'ai bien aimé le tour d'horizon rapide que Marc Angenot a fait. C'est très intéressant. Moi, j'aurais une observation par rapport à ça. C'est que mais peut-être ai-je tort, je n'en sais rien, mais c'est une impression que j'ai, c'est que l'histoire du populisme, évidemment, a été fortement accentuée depuis l'arrivée de Trump au pouvoir, il y a 4 ans. Et c'est un phénomène qui n'est pas seulement américain, mais qui frappe avec une force beaucoup plus grande venant de l'Amérique. Et si je compare avec la situation au Canada, ben évidemment, ici aussi au Canada, il y a du populisme et tout, mais est-ce que ça prend la dimension extrêmement coupée au couteau, tranchée au couteau, exacerbée qu'on trouve aux États-Unis? Il me semble que non. Et si je compare la situation aussi en Europe, je mets de côté la question de l'islam qui est une autre affaire. Okay? C'est une autre affaire, même si elle est gravissime, mais c'est une autre affaire. Je trouve que, encore une fois, c'est un problème qui est exacerbé par la situation américaine. Et puis, le fait que Trump soit un clown, bon, on avait eu un précédent, c'était en Italie. Berlusconi, El Buffoni, c'était vraiment, c'était un premier clown. Et puis, mais Trump, c'est un clown, mais avec des accents plus agressifs, je dirais. Et donc, mais moi, ce que je pense, là, c'est que c'est, pour une part, en tout cas, le résultat d'une société américaine où la question de l'éducation a largement échoué et où il y a un dérapage, un décalage énorme entre une élite intellectuelle américaine qui existe, qui est parmi les plus développées au monde. Ils ont des universités tout à fait excellentes et tout. Mais il y a un décrochage extrêmement important par rapport à une partie de la population. Tout le monde connaît l'opposition entre New York, la Californie, et puis le Middle West, et puis le sud des États-Unis, extrêmement religieux, etc. Je veux dire, cette tension, cette polarisation extrême, eh bien, le résultat de ça, c'est, selon moi, un populisme ravageur, débridé, sans contrôle, etc. Et je crois que s'il n'y avait pas cet effet, cet effet en rebond qui revient sur nous, la situation serait moins dramatique que celle que l'on vit. Bon, en Europe, il y a des problèmes qui sont liés à la situation européenne, à la situation politique européenne, etc. Mais est-ce que, je veux dire, aux États-Unis, on a l'impression que c'est de l'ordre de la dérive, là, véritablement. Moi, je ne reconnais plus les États-Unis et je ne suis absolument pas de ceux qui les critiquaient traditionnellement. Je ne suis pas anti-américain d'habitude, pas du tout. Et je crois que ça devrait être une leçon pour nous
de garder, bon, au Canada, nous avons, vous le savez, des politiques sociales, nous avons de la redistribution, etc. Il y a une certaine homogénéité qui est maintenue dans le corps social, et je me demande si ce n'est pas ça une des clés pour éviter les dérives du populisme et des sociétés complètement polarisées. Alors, je pose la question en même temps à M. Angenot, mais moi, c'est ce que je vois. Vous voulez réagir, M. Angenot? Oui, j'ai un mot à dire parce que je suis censé dire quelque chose. Je suis entièrement d'accord avec Jean-Marc, mais je dirais que ça nous fait voir ce qu'il vient de décrire et fort bien nous fait voir deux phénomènes. D'abord, Berlusconi et Orban et Farage en Angleterre et Trump montrent en effet une mondialisation, c'est le mot à dire, hein, une mondialisation de la clownerie populiste, c'est-à-dire que désormais les phénomènes idéologiques vont devoir être observés à l'échelle de l'Amérique du Nord et de l'Europe et ils ne sont pas spécifiques à un pays donné. Pendant longtemps, les Français ont regardé de haut l'épisode Berlusconi en Italie, en se disant ça n'arrivera pas chez nous. Les États-Unis, par contre, pourraient et remarquent, et certainement sont en train de remarquer, combien le Tea Party, il y a déjà plus de 10 ans, préfigurait le Trumpisme étant très différent des traditions des traditions conservatrices américaines. Et de ce point de vue-là, c'est le grand mérite de l'histoire des idéologies, c'est qu'elle voit des phénomènes qui émergent groupusculairement, par-ci, par-là. Et puis, 10 ans plus tard, ils commencent à devenir extrêmement visibles et à un moment donné, ils deviennent prédominants et hégémoniques. Voilà. Merci beaucoup. Alors, j'ai 4 personnes qui ont demandé la parole. Laurie Chaillet, Marc Lamontagne, Séverin Yapo et Yves Gingras. Et je me permets, comme Marc a déjà posé une question, de le faire passer après les autres. Donc, je donnerai la parole à Laurie, ensuite M. Yapo, ensuite Yves Gingras et Marc en deuxième tour à la fin. Alors, Laurie Chaillet, si je prononce bien votre nom de famille, j'espère, vous avez la parole. Oui, mon nom est bel et bien Laurie Chaillet. Je voudrais d'abord remercier le conférencier Marc Angenot, le commentateur Yves Couture, l'animateur Jean-Claude Simard et tous les organisateurs pour l'événement. Ma question est la suivante à Marc Angenot. Et là, il s'agit d'une hypothèse à confirmer ou à ne pas valider. Est-ce que vous croyez qu'il y aurait un rapprochement à faire entre le discours conspirationniste, celui plus précisément du Québec, à savoir, en fait, la mise en scène la plus typique serait celle de l'homme blanc, cis, hétéro dans sa voiture, très fâché, qui en a contre notamment les masques, qui peut en avoir contre les vaccins, qui peut en avoir contre ce qui est appelé les chemtrails. Donc, si on essaie de cerner le discours conspirationniste dans ce style d'énonciation, est-ce qu'il y aurait un rapprochement à faire entre ce discours conspirationniste et le discours pamphlétaire sur lequel vous avez travaillé dans l'un de vos ouvrages? Et si on prend en considération, par exemple, que l'intérêt ne serait pas que de convaincre de façon rhétorique en utilisant l'autorité c'est-à-dire le logos pour convaincre d'une vision du monde, mais aussi de l'éthos et d'un certain pathos, à savoir ce que les psychologues ont appelé le droit d'exister, qui fait référence aux théories notamment de l'attachement. Comment on se donne le droit d'exister? C'est qu'on veut être visible, on veut rendre visible ses conditions de vie et on veut rendre visible sa souffrance, donc son pathos. Est-ce que ce ne serait pas là aussi l'intérêt du discours conspirationniste, strictement, non pas, donc, du côté de l'État, c'est du côté du pathos. Et je fais référence aussi à une section, deux chapitres de votre livre sur la parole pamphlétaire, le topos de la bouteille à la mer et le topos de la vision du monde, le moment crépusculaire du monde. Donc, je vous laisse la parole. Eh bien, vous êtes gentil, je suis content de vous voir, Laurie. Et bon, allons-y. Ce qui caractérise notre discussion,
et qui la rend probablement un peu décevante, mais très excitante, c'est justement que nous abondons en hypothèses. Des hypothèses, mais des hypothèses qui nous paraissent, je pense, aux uns et aux autres, mériter d'être explorées, mais nous sommes très loin de pouvoir fournir une théorie. Le pamphlétaire classique, tel que je l'ai décrit, est un mec qui dit deux choses en même temps, qui est je regarde la société, tout va mal, j'ai une idée et je suis tout seul. Je suis tout seul parce que moi, je vois la vérité et la vérité est quelque chose qui vous isole. En effet, le pamphlétaire est quelqu'un qui se dit isolé dans un monde d'imposture. Bon, celui-là, peut-être, ce pamphlétaire classique est en train de s'estomper. Ce qu'on voit probablement aujourd'hui, c'est des machines qui seraient en quelque sorte l'expression même du désarroi de la plupart des gens qui cherchent en effet, suivant un vieux modèle, un bouc émissaire. La droite française, comme Causeur et autres journaux, explique que, faute de pouvoir savoir à qui s'en prendre, il faut désormais s'attaquer de front à l'homme de sexe masculin blanc et privilégié, enfin peu importe. Toute la société semble à la recherche de boucs émissaires. Parfois, elle l'a trouvé et du même coup, elle entre en conflit avec des groupes antagonistes. Bon, là, je crois que c'est plus le modèle le modèle classique du pamphlétaire qui est je suis seul contre tout le monde. Voilà. Merci, M. Antoine. Alors, j'ai 4 personnes qui se sont annoncées et je continue le principe, c'est-à-dire ceux qui sont en deuxième tour, je les reporte à la fin sans froisser personne pour donner la priorité à ceux qui n'ont pas encore posé de questions. Alors, j'ai M. Yapo, j'ai Yves Gingras, j'ai Kavé Boveri et Mme Marie-Josée Lavallée. Alors, M. Yapo, ce serait votre tour. Merci, professeur Simard. On m'entend? Oui, on vous entend très bien. Merci, professeur. Merci, professeur Simard. Je dis merci à professeur Madame Ayoub ainsi que professeur Yves Couture, également à professeur Ida ainsi que professeur Boveri, en fait à toute la chaire pour ces conférences-là. Merci à vous, professeur Angenot. Ma question elle porte sur le rapport que nous avons aujourd'hui face aux idéologies, en fait, en nous situant à la périphérie des théories du complot. On pourrait se demander si nous ne faisons pas face à un entre-deux. Un entre-deux, d'un côté, une croyance, on verrait se développer une croyance aveugle. Enfin, là, je parle de la question des religions là, par rapport à la pandémie. D'un côté, les adeptes des croyances aveugles, et d'un autre côté, l'athéisme. Alors, c'est comme si on se situait dans l'entre-deux, entre un humanisme qui célèbre la mort de Dieu, philosophiquement, et puis ce qui se développe comme le transhumanisme, ainsi que les théories de l'homme augmenté. Alors, une question me vient, celle-ci, d'où vient le virus? D'où vient le virus? Est-ce que le virus nous vient des manipulations génétiques et du dérèglement de la nature qui s'en est suivi ou qui s'ensuit? Professeur Angenot, vous avez évoqué le besoin naturel d'une transcendance. Alors, la question qui se pose, c'est de savoir si on pense, on songe plus ou moins à Martin Heidegger, ce philosophe allemand, qui face à la crise, voilà, dans un contexte qui n'est pas le même, mais qui était un contexte de guerre mondiale, un peu comme actuellement nous faisons face à une guerre contre un virus, qui disait que seul un Dieu peut encore nous sauver. Alors, mais la question, vous voyez, seul un Dieu peut encore nous sauver, encore la question de ce qui
est en sourdine dans les sciences, hein, le rapport au divin. Et on sait qu'aujourd'hui, tout se passe comme si l'homme s'était constitué lui-même, hein, en Dieu. Alors, on se demande, est-ce que, en fait, pour parler comme Heidegger, d'où nous viendra le salut? On sait bien que le salut ne viendra pas d'un Dieu, mais si le salut ne viendra pas d'un Dieu, qu'en est-il de l'homme aujourd'hui qui s'est constitué un peu, enfin plus ou moins comme Dieu? Au fond, d'où nous viendra cette crainte-là qui permettra d'atténuer les dérives scientistes et finalement d'avoir une humanité plus apaisée, avoir une existence plus viable? Vous voulez répondre, M. Angenot? Bien, je dirais simplement que je suis d'accord. Ces questions sont exactement celles qui signalent que dans un monde de plus en plus opaque et où il y a très peu de probabilité que nous recevions des réponses univoques, on ne peut que se poser des questions dont nous n'aurons pas de réponse. Alors, où nous en contentons, et c'est fort bien, où nous en cherchons désespérément. Merci. J'aurais M. Gingras qui avait demandé la parole. Alors, Yves, ce serait ton tour. Merci. D'abord, je remercie l'exposé très éclairant de Marc Angenot. Ma question porte sur un aspect qu'on n'a pas abordé et que j'aimerais avoir l'opinion de Marc Angenot sur cette question-là. Je l'appelle la nouvelle temporalité. On parle énormément de l'excitation, du dérapage, une forme d'hystérie collective qu'on voit, et même par rapport à la pandémie, c'est le fait qu'avec les réseaux anti-sociaux et avec Twitter, la capacité de répondre en une fraction de seconde fait que les gens ne réfléchissent pas. J'ai une expérience que je suggère à Twitter puis à Facebook et à ces gens-là, c'est qu'on pourrait vérifier expérimentalement que si on interdit sur Facebook et sur Twitter de retweeter ou de répondre à quoi que ce soit à moins de 12 heures ou de 24 heures, il est fort probable que les 3/4 de ce qu'on appelle le viral et l'hystérie va s'évaporer instantanément. Donc, le côté de l'algorithme est une technique qui est à l'origine de probablement, je le fais comme hypothèse, mais on pourrait le mesurer si Twitter suivait mon conseil, de 90% de la folie actuelle sur tous les sujets qui rendent fous. Oui, ben, là aussi, je vous dis, vous partez, vous énoncez une hypothèse très prometteuse et qu'il faudrait pouvoir creuser. C'est qu'en effet, non seulement nous sommes, Hartog nous le dit, nous vivons dans une société du présentisme, c'est-à-dire nous n'avons plus ni une représentation d'ancrage avec le passé, ni la certitude de lendemain qui chante pour l'avenir, mais ce présent est en train de devenir bizarre parce que il est en quelque sorte déchiqueté en petits moments extrêmement brefs d'entente ou de mésentente qui n'ont plus ce genre de stabilité qui a justement caractérisé l'histoire de la rhétorique. La rhétorique est un truc bien organisé dans lequel Cicéron ou Quintilien faisaient un discours construit à un auditoire qui a partagé un certain nombre de présupposés. Ce monde n'existe pas. Dans les réseaux sociaux, je ne sais pas à qui je parle. Quand je découvre que je suis en train de parler à un psychopathe, il est trop tard. Donc, c'est la nature même. Là, là aussi, il y a un essai à écrire. C'est la nature même du présent qui devient non pas opaque, mais décomposé en petits fragments, en petits confettis, en quelque sorte. Voilà. Je ne vais pas aller plus loin. Je voulais dire à l'animateur que encore 2-3 questions, et puis je vais faire la sieste parce que c'est fatigant, hein, cet exposé. Allez-y, monsieur l'animateur. D'accord, bien, exactement. Il reste 3 questions. Alors, ça tombe tout à fait bien. Je me permets cependant un petit commentaire souriant.
au début de la séance, avant qu'on commence, Yves Couture avait fait remarquer qu'on pouvait faire un concours sur les images de bibliothèques qu'on voit derrière les personnes. Alors, il y avait Josiane et Martine Brou qui avaient une image de bibliothèque impressionnante, mais Yves, je pense que là, tu viens d'être un excellent concurrent pour gagner le concours de la plus belle bibliothèque en arrière-plan. Et Marc Andrès aussi avait une très belle bibliothèque. Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié Andrés qui avait une très belle bibliothèque. Ce sera un bon concurrent aussi. Alors, Kavé, c'est ton tour de poser une question. Et Martine aussi. Oui, je l'ai mentionné, Martine, oui, Madame Louis. Vous m'entendez? Oui, on t'entend. Et merci beaucoup. D'abord, je vous remercie, professeur Angenot. J'ai appris beaucoup de choses. C'était très, très intéressant pour moi. Et ma question est liée à la première question de Yves concernant le rôle des intellectuels. Et vous voyez, en tant qu'hegelien, je n'aime pas cette dichotomie parce que je vois les choses différemment. Mais pour exprimer ma question, si j'ai bien compris, nous avons cette théorie de complot à un niveau, si vous voulez, et censure dans autre niveau, et les lobbies, troisième niveau. Tandis que le premier niveau, c'est plutôt lié à la pensée. Censure, c'est un acte, mais les lobbies sont, si vous voulez, des entités ontologiques. Oui, oui. Mais si notre rôle en tant que les intellectuels ne reste pas dans le niveau d'une lutte ou d'un rôle symptomatique, notre rôle, c'est plutôt lutter contre les lobbies. Parce que s'il y a une sorte de relation causale entre ces trois volets, mais il y a un problème, je crois, parce que le lobby, par sa nature, c'est fermé. Donc, c'est quelque chose que nous ne pouvons pas connaître pour orienter notre lutte contre cette entité ontologique. J'aimerais savoir si vous pouvez gentiment élaborer sur cette question. En tout cas, j'ai plaisir à vous répondre sur un élément que je n'ai pas introduit dans mon exposé, qui est justement la prolifération de lobbies qui, par définition, parlent au nom d'une entité muette. Les lobbies féministes parlent au nom de 51% de l'humanité, les lobbies antiracistes ou les lobbies identitaires parlent au nom de groupes, et donc tout lobby est une sorte d'imposture par principe, c'est-à-dire il parle au nom d'eux. L'intellectuel, en principe encore, parlait autrefois en son seul nom, et même dans un nom éventuellement compromis et difficile. Voilà. Alors attendez voir, là il y a quelque chose qui a coupé mon... ça va? Vous m'entendez? Oui, on vous entend toujours bien. C'est quelqu'un qui a fait un partage d'écran, je pense. On vous entend. Ok, d'accord. Alors, voilà. Tout ce que je dirais, c'est regardons le mode de formation et le mode de légitimation des innombrables lobbies qui s'expriment sur le web, sur les réseaux sociaux et éventuellement dans des conférences de presse, et voyons comment est-il possible que ces lobbies, que la légitimité de ces lobbies ne soit pas mise en cause par ceux qui n'y adhèrent pas. Merci infiniment. Merci, M. Angenot. Alors, conformément à votre souhait, donc, je vais fermer la période de questions. Il reste 2 personnes qui veulent intervenir. J'espère que ma petite blague sur les bibliothèques va vous garder éveillé pour ces 2 questions. Alors, il reste Mme Lavallée et Marc Lamontagne en deuxième tour. Et ensuite, on pourra terminer la séance. Voilà. Bon, alors, Monsieur Angenot, oui. Merci. Vous m'entendez? Oui? Très bien. Monsieur Angenot, d'abord, merci beaucoup pour la conférence. C'était très intéressant. Ça m'a rappelé quand on parlait de Vueglin il y a quelques années et tout ça. En fait, j'avais ma question à l'esprit dès le début, mais j'étais certaine que quelqu'un allait la poser, donc j'attendais de voir qu'est-ce qu'elle allait se dire. Et étant donné qu'elle n'a pas été posée, je reviens avec cette question-là, sans vouloir nommer, faire la liste des caractéristiques qui me poussent à vous poser cette question-là.
bon, moi, je m'interroge beaucoup sur bon, la démocratie dans le passé, aujourd'hui, l'avenir et tout ça. Et je suis prise avec ce problème-là. Bon, qu'est-ce que la pandémie, au fond, vient changer? Et je me demande, face à toutes les tendances qu'on voyait, déjà surtout avec l'élection de Trump, là, souvent dans mes cours, je faisais des parallèles entre l'Allemagne des années 20 et Trump et tout ça. Est-ce que tout ce qu'on voit se dérouler en plus de la crise économique qui va amener évidemment un gouffre encore plus profond entre faire réapparaître les classes sociales, qui va aller encore distance ce filet social qui s'amincissait toujours. Donc, avec tout ça, on a un processus d'accaparement des ressources par certains groupes privilégiés, plein de laissés pour compte. Bref, les marginalisés en sont encore plus marginalisés. On voit de la répression policière ouverte. Dans certains pays, ça va jusqu'à des détentions. Bon, tout ça justifié par la pandémie, par l'argument. Bon, c'est l'argument massue. Et je me demande, pensez-vous qu'il y a des chances qu'on voit une résurgence du fascisme? Répétez? Pensez-vous qu'il est possible qu'on voit une résurgence du fascisme? Il y a plein d'éléments qui sont quand même ressemblants dans les conditions d'émergence. Bon, écoutez, l'historien a toujours le sentiment qu'il y a à la fois l'éternel retour d'un certain nombre de dispositifs qui, comme le bouc émissaire dans les grandes crises de la peste au Moyen-Âge, présente. Et d'autre part, l'histoire est aussi totalement imprévisible. Et elle est imprévisible tout en répétant un certain nombre de choses. Par exemple, c'est vrai que déjà dans ma vieillesse, j'ai vu disparaître l'Union soviétique, ce qui était peut-être prévisible, mais les conditions dans lesquelles le processus s'est produit sont imprévisibles, particulièrement, elle l'était 3 mois avant la chute de Gorbatchev, elle était imprévisible par la totalité de ce qu'on appelle les observateurs et les politologues. De sorte que, justement parce que l'histoire ne se laisse pas prévoir et parce qu'elle vous donne un coup du moulin considérable qui vous oblige à essayer de trouver une explication, les humains ont dû, comme l'abbé Baruel, voyant s'effondrer, guillotiner le roi de France par la grâce de Dieu, voyant l'Église persécutée, voyant les religieuses guillotinées, etc., a besoin de trouver une explication. Et de l'explication, il la trouve. Il a trouvé quelque part derrière le mystère de l'histoire un groupe de méchants, les illuministes, qui ont tout préparé et qui l'ont réussi. Donc, il ne faut pas oublier, et je l'ai dit tout à l'heure, mais je crois que c'est important, que les explications conspiratoires résultent d'un effort de rationalité. C'est-à-dire, je ne veux pas accepter un monde qui est une sorte de kaléidoscope incompréhensible et où le malheur fond sur moi, justement au Moyen-Âge, qui était très agréable dans les épidémies de peste, et plus tard encore le choléra dans le hussard sur le toit, c'est qu'on trouve un bouc émissaire. Quand on trouve un bouc émissaire, on n'est pas plus sûr de survivre, mais on est quand même beaucoup plus content parce que les choses s'expliquent. Je crois que c'est un des mérites des humains, même dans le pire des cas, qui est d'avoir le besoin de trouver une explication. Actuellement, le virus, par définition, n'est pas explicable. S'il y avait une providence, Donald Trump en serait mort. Et donc, il est évident que la providence n'existe pas. Donc, je ne peux même pas compter que le virus est aveugle. Mais ça, c'est embêtant parce que nous voudrions un monde intelligible. Et actuellement, je crois qu'on racontera l'histoire de cette grande crise du virus comme une crise de l'intelligibilité. C'est une sorte de réponse. Merci beaucoup. Alors, oui. Il resterait seulement Marc sur les tours de parole. Marc, je te demanderais d'être assez bref, étant donné que le professeur Angelot a demandé qu'on n'allonge pas outre mesure la séance et que tu es en deuxième tour. Alors, la parole est à toi. Bon, merci déjà de répondre à une dernière question. Je vais la poser directement aussi en réaction à ce que dit M. Narbonne, que je salue d'ailleurs chaleureusement,
Hein, il y a un phénomène quand même chez les États-Unis religieux qui nous impressionne, hein, même en tout cas nous, en tant que Québécois, voire même. Je vais vous poser une vieille question là, de philosophe qui m'obsède aussi. Vous avez parlé de cette tendance à avoir de l'intelligibilité ou le désir du monde intelligible. Dans le fond, est-ce que le vieux rêve de l'idéalisme allemand qui n'a pas été réalisé, c'est-à-dire celui de d'écrire une religion rationnelle, universelle, est-ce que est-ce que c'est possible? Puis est-ce que ce ne serait pas nécessaire? Oui, bah, la seule réponse, c'est peut-être trop tard. De Condorcet à Hegel, en passant par tous les penseurs historicistes du XIXe siècle, incluant Marx, les philosophes historicistes, justement, se sont dit qu'il devait bien avoir un Geist, un esprit, quelque chose qui donne du sens. Aujourd'hui encore, si je dis que je suis un animal dénaturé, perdu dans le silence des espèces infinies, que l'univers n'a nécessairement pas de sens et que le fait qu'il existe des êtres relativement intelligents sur une troisième planète d'une naine jaune située sur une des branches d'une galaxie pas très grosse d'ailleurs, bon, ça veut dire je ne dis rien. Je dis le silence des espaces infinis m'effraie. Et c'est vrai. Le XXe siècle a eu énormément de gens décider de jouer un rôle dans l'histoire parce qu'il fallait que cette histoire ait un sens, qu'elle aboutisse à quelque chose. Or, elle n'a pas abouti à grand-chose. Les derniers qui croient que sont comme Edwy Plenel, que les choses ont un sens, ou Mélenchon, Dieu sait quoi. Je veux dire, il n'y a plus vraiment de cette gauche qui vivait dans la certitude. Et donc, c'est parce que tous les énoncés de certitude appartiennent à un temps hégélo-marxiste qui s'est estompé, qu'il nous reste à essayer de vivre dans un monde. Bon, il y a beaucoup de philosophes aujourd'hui qui disent que c'est très bien, enfin, nous vivons dans un monde intelligible, il n'y aura pas de dénouement, les choses resteront obscures, etc., parce qu'ils ont quand même leur salaire, leur chèque de paye par mois, etc. Mais il est très difficile pour les humains qu'on appelle ordinaires de se contenter à se dire que tout ça n'a pas beaucoup de sens. Voilà. Et terminons sur cette part d'incertitude massive. Merci beaucoup, M. Ancelot. Merci. Alors, je pense que ça fait une belle conclusion pour l'ensemble de nos échanges. Je remercie M. Angenot pour sa générosité d'avoir accepté de répondre à toutes les questions, qui étaient nombreuses. On s'y attendait un petit peu avec un tel sujet. Je remercie aussi tous les participants et les participantes. Je n'ai pas eu à intervenir pour des rappels à l'ordre. Tout le monde a été très discipliné dans la façon de poser des questions. Alors, j'en suis très heureux parce que c'est jamais agréable d'avoir à intervenir. Et je vous rappelle que c'est enregistré. Donc, si jamais vous voulez réécouter la séance, ce sera possible. Ce sera sur le site, la page Facebook, je crois, de la chaire de Josiane. Et donc, je laisse à Josiane le mot de la fin. Merci Jean-Claude, vous fûtes admirable comme toujours. Je remercie beaucoup aussi tous les participants et Marc qui, comme tu as dit, a eu la gentillesse et la générosité de répondre après ces échanges stimulants. Je retiens qu'il n'y a plus de sens à rien et que ceux qui croient encore à un sens, ce sont les complotistes. Alors, c'est quand même affligeant. Mais peut-être que l'entre-deux que cherchait Martine est peut-être dans l'intervention de M. Gingras, quand il a dit qu'il faudrait ralentir et ne pas et cesser de... Peut-être que ça ramènera le sens
l'universel et de la mesure. Pour ma part, je suis non pas pessimiste sur la séance, je suis enchanté, mais je suis de plus en plus sceptique sur, je ne veux pas dire l'état du monde, mais sur tout ça. Et je pense que la Covid, la pandémie nous a emporté avec et l'universalité et le respect et la gravité et tout ce que... Il ne reste plus que quoi comme réponse? L'individualisme, mais c'est une démission de la raison. Et il y a quand même des valeurs qui persistent. Lesquelles, mon cher? Mais il y en a plus. Tout le monde ment. Tout le monde ment. Oui, ça c'est vrai, mais il reste que la question de la dignité humaine demeure. Les valeurs démocratiques du respect des uns et des autres. Les valeurs démocratiques du respect. Personne ne respecte rien. Parle-en à l'homme ordinaire, comme disait Marc. Il y a beaucoup de digressions, mais je pense qu'il y a des cadres qui restent tout à fait solides. Moi, je pense que... Bon, parce que toi, tu crois à Aristote, voilà. C'est ça qui te donne cette foi. Peut-être. Mais non, mais je crois en la démocratie et je crois à la rationalité malgré tous les détours et toutes les embûches, oui. Et comment on s'efforce de soigner les gens dans les circonstances actuelles, comment les États s'efforcent de le faire, c'est quand même très honorable. Donc, il ne faut pas non plus exagérer le scepticisme ou le nihilisme. Il faut faire attention, je crois. Oui, tu as raison pour le dévouement, sauf que... Josiane, en principe, mon rôle était terminé, mais je vais me permettre peut-être... Attends, une seconde, je dois quand même annoncer, je te laisse le mot de la fin, parce que je vais finir par oublier, il est long le titre. D'accord. Le prochain rendez-vous est le 17 novembre avec la conférence de Madame Clavier, qui est notre collègue en sciences politiques, et son intervention s'appelle « Protéger des vulnérabilités face à la pandémie. Que font les villes au Canada ?» Voilà. Et si tu me permets, même si mon rôle en principe était terminé... Non, ton rôle n'est pas terminé, tu n'en penses pas moins. Une intervention suite à ton petit échange avec Jean-Marc. Je pense qu'il faut revenir à ce que Gramsci disait, et M. Angenot le cite d'ailleurs dans un de ses textes. Il faut maintenir dans la situation actuelle un pessimisme de l'intelligence et un optimisme de la volonté. Et je pense que c'est l'attitude à avoir présentée. Ah, c'est très bien dit, tu me consoles. Alors, sur ça, je pense que c'est le mot de la fin, en principe, donc ça termine la séance, si je ne me trompe pas. C'est très bien. Alors, merci à Josiane et à tous les organisateurs. J'ai été très heureux d'avoir été accueilli par vous et bonne journée. Merci, bonne journée tout le monde. Merci. Merci. Au revoir.